French mon genre. Le transplaining dans vos oreilles. Bonjour à tous nos auditeuristes. Vous êtes à l'écoute de French Mon Genre avec Elliot et Jay. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On a Camille avec nous. Bonjour Camille, ça va bien? Allô Camille. Ça va, merci. Je suis contente d'être avec vous. On est très Yay. content de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous écoutent, s'il te plaît? Ouais. Donc, je m'appelle Camille. J'utilise les pronoms. Donc, en anglais, c'est they, them, et en français, yel et elle. Et après, j'accorde au féminin et au masculin. J'alterne. Et sinon, un fait amusant sur moi, c'est que je vis depuis longtemps à l'étranger. Donc, à chaque fois que les gens me rencontrent, ils sont comme «Oh, ça doit être dur pour toi de pas manger de fromage.» Tu vois, je suis comme je déteste avec passion le fromage. Mais vraiment depuis bébé. Donc non, ça ne me manque absolument pas. Voilà. Génial, Excellent. c'est super clair maintenant. On te fera pas manger du fromage, promis. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. La mozzarella est tolérée. La mozzarella est tolérée. Voilà. Merci beaucoup Camille. Ok, fait que aujourd'hui notre question, on commence d'ailleurs en fait bonne année à tous parce que c'est notre premier épisode de l'année. Oui, Pas bonne en année. espérant que 2021 soit beaucoup mieux. Oui, Ouais. ça peut pas être pire de Juste toute façon. différent. Ouais. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quoi la non-binarité? Moi, je vais pas répondre à cette question-là. Je vais vous laisser la parole aujourd'hui. Est-ce Ouais. que vous avez envie de commencer en me donnant chacune votre définition de non-binarité? Bien sûr. Tu veux commencer Camille? Ouais. Bah, pour moi, en fait, la non-binarité, c'est une identité de genre qui s'inscrit hors de la binarité homme-femme. Je considère que ça fait partie des transidentités. Et après, que dans la non-binarité, il y a plusieurs façons, en fait, de ressentir ou de vivre son genre. Donc, en soi, pour moi, c'est un terme parce qu'il est courant que j'utilise, parce que les gens comprennent ce à quoi je fais référence. C'est pas forcément exactement comme ça que je vis mon genre au quotidien, mais je suis aussi OK avec ces contradictions ou ces petites dissonances-là. Ok. Mhm. Tu dis que tu le vis pas comme ça au quotidien. Comment tu le dirais dans tes propres mots? En fait, j'ai l'impression que mon genre est comme indépendant du spectre féminin-masculin. Des fois, j'ai l'impression que les gens ils s'imaginent la non-binarité, c'est que t'es neutre, tu te situes au milieu, ou alors t'es peut-être un peu plus masque, un peu plus féminin. Pour moi, en fait, c'est comme indépendant vraiment de ce qu'on considère comme masculin et féminin. C'est genre, je sens que j'ai un genre parce qu'il y a des personnes qui, mettons, disent qu'elles n'ont pas de genre ou qu'elles sont un troisième genre, mais j'arrive pas vraiment en fait à l'expliquer justement. C'est pour ça que je considère que non-binaire, ça reste quand même pertinent puisque la non-binarité essaie quand même de sortir des carcans homme-femme. Mhm. Mais d'un côté, je suis aussi un peu critique de se définir par ce qu'on n'est pas. Genre, ok, je suis pas binaire, mais qu'est-ce que je suis? Et le troisième genre, ça sous-entendrait que il y a comme beaucoup de personnes qui s'identifient à un troisième genre unique, alors que je pense que pour moi, le genre, c'est multiple et c'est fluide aussi, c'est contextuel presque. Genre, Ouais, je ouais. vis pas mon genre de la même façon ici que quand j'ai vécu, mettons, en France ou au Danemark, c'était vraiment différent. Ok. Ah, c'est intéressant ça. De pas se définir aussi en négation. Mm. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus après. Toi, Jay, comment tu définirais la non-binarité pour toi? Bah, la non-binarité, c'est déjà en fait c'est un terme aussi parapluie hein, qui est parent de tous les genres qui sont en dehors de la binarité. Moi, je me considère en tant que personne non binaire, mais en même temps, je sens pas vraiment que je suis reliée à un genre. En fait, je trouve ma place dans le fait de pas me genrer. C'est pas vraiment entre les deux parce que c'est pas du tout entre les deux pour moi. Ça veut rien dire en fait d'être une femme ou à être un homme. Enfin, en tout cas, je comprends pas. Donc, J'ai l'impression que vous vous rejoignez vraiment dans vos définitions de juste refuser ce spectre-là ou ces deux cases-là. ouais, 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 ouais. Bah, en fait, moi, je me suis vraiment reconnue dans ça, en fait, où j'ai pris plus ma place quand j'ai découvert que, en fait, j'étais pas reliée à un genre, en fait. Ouais, puis j'imagine le fait de pas être lié à aucun genre, ça donne une espèce de liberté pour après faire qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire, puis de vous, tu Mhm. sais. Exactement, ouais. Camille parlait de pas se définir par la négation.
en donnant sa définition. Est-ce que toi aussi, Jay, tu te reconnais un peu là-dedans? Est-ce que vous sentez que vous auriez besoin d'avoir un mot pour vous définir qui n'est pas négation de la binarité? Moi, en fait, j'aime quand même bien le terme non-binaire parce que moi, j'aime bien dire non. Alors, J'aime des bien fois, ça. je pense que je choisis mes mots et puis, en fait, je suis comme non binaire, voilà. Non, votre système, non. Ouais. Mais après, un autre mot qui peut être utilisé sans la négation, c'est être trans, parce que pour moi, la non-binarité, c'est une identité trans, en fait. Ouais, j'avoue. Mais on dirait que dans la transidentité, en tout cas, moi, comment que je l'ai vu beaucoup au début, c'est tellement axé sur la binarité, puis on dirait que le trans de transition, les gens vont, plutôt que dire transition, vont dire transformation en plus, là. Faut pas dire ça, là, Non. juste note, là. On dit pas une transformation, c'est une transition. Bien sûr. Mais on dirait que vu que ça implique de partir du point A pour aller à un point B, il n'y a pas ça, je trouve, dans vos définitions de non-binarité, cette espèce de sauter la clôture, entre guillemets, tu sais, comme d'une boîte à l'autre, ploup. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, trans, ça peut être aussi, tu sais, like transient, genre transient, quelque chose qui est en mouvement, mais qui a pas forcément qui est un peu dans le like de liminal space, genre un peu à la marge. Et je pense qu'en fait, peut-être ça me convient qu'il n'y ait pas de terme qui puisse exactement définir mon genre, parce que je peux le vivre avec plus de liberté, justement. Ouais. J'avoue, parce qu'après, on se défait de toutes ces carcanes de définition-là. C'est certain. Mais c'est intéressant, l'idée de liminalité avec la transition. Je l'avais jamais entendu comme ça. Je vais refaire mes petites réflexions. Ouais, non, c'est cool. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes non-binaires qui se reconnaissent dans les transidentités. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis vous, par exemple, si on parle au niveau physique, là, les deux, vous avez été assignés femmes à la naissance. Est-ce que ça joue un rôle dans votre développement de votre identité de genre, cette assignation-là? C'est sûr que moi, la façon dont je le vis, en fait, la façon dont on m'a assigné un genre, c'est un peu comme si le genre masculin, c'était ce qu'on m'avait interdit d'exprimer, puisque c'est un peu ce qui n'était pas permis ou considéré comme pas féminin. Mais je me dis que ça peut être une violence qui peut être ressentie aussi par les personnes cisgenres, parce qu'il y a cette idée voilà, d'hétéronormativité, de si t'es une femme, tu dois te comporter comme ça, si t'es un homme, tu dois te comporter comme ça. Je pense pas que c'est forcément spécifique aux personnes trans et non-binaires, mais peut-être que pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, comme s'il y avait une part de mon identité que j'ai pas pu explorer pendant beaucoup d'années, parce qu'aussi le concept de transidentité ou de non-binarité ne faisait pas partie des possibles jusqu'à ce que je devienne adulte, que je comprenne que les personnes trans existent, qu'après je vienne à Montréal où pour la première fois aussi j'étais en contact avec des communautés queer, donc c'est devenu comme possible. Mais si t'as pas les mots pour définir qui t'es, ça c'est compliqué. Donc je me rappelle quand même assez jeune quand j'étais ado, parce que c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'étais lesbienne, du moins que j'ai commencé à m'identifier comme ça. Mais j'étais un peu confuse par rapport à mon attirance, parce que je me disais, bon, je suis attirée par les femmes, mais est-ce que c'est les femmes qui m'attirent ou est-ce que c'est la féminité? Est-ce que je pourrais comme coucher avec un homme très féminin? J'étais un peu, je sentais qu'au niveau du genre, il y avait un truc foireux avec la définition de la société. Je sentais, il y a une arnaque, tu vois. Ouais. Je sentais qu'il y avait une arnaque, mais j'avais pas j'étais pas au courant de toutes ces théories queer en fait qui se développaient à peu près au moment où moi j'étais bébé, quoi. Donc ça arrivait plus tard. Et après d'être assignée femme, je pense que oui, ça nous conditionne, parce que on est quand même le deuxième sexe, il y a un rapport de domination avec les hommes. Quand tu es lesbienne aussi, c'est particulier parce que tu ne relationnes pas spécialement avec les hommes, donc tu as un rapport aussi compliqué avec ça. Tu es un peu fétichisé, exotique. Puis je trouve aussi que justement, mon rapport aux femmes, je me sentais peut-être pas légitime d'être entreprenant. Et là, je pense que maintenant que je suis plus claire avec mon genre, c'est comme si je me sentais plus libre d'être moi-même et que ça impacte aussi ma manière de vivre mes relations. Wow. Oui, je me retrouve quand même pas mal dans ce que tu dis, Camille. Là. Je me souviens, depuis très petit, je me suis toujours demandé pourquoi j'étais une fille, en fait, et pourquoi j'étais traitée différemment que les garçons, en fait. Pourquoi j'avais pas le droit pourquoi on me proposait pas des activités que les garçons faisaient?
Et puis, quand j'ai découvert alors, j'étais vraiment très petite, hein. Je pense que je devais avoir en dessous de 10 ans. Et puis, quand j'ai découvert le terme, voyons, bah, Hermaphrodite? hermaphrodite, c'est ça. Ouais. Tu sais, parce que les escargots sont comme ça. Et puis, en fait, bon, moi, il y avait beaucoup d'escargots là où je vivais. Et du coup, en fait, je rêvais d'être comme eux et puis de pouvoir choisir. Enfin, pour moi, c'était comme le truc qui serait parfait, en fait, quand j'étais petite. Puis, Ouais, je trouve c'est ça rigolo. drôle de maintenant, en fait, me dire, je suis comme, ah ouais, hein, j'avais déjà cette réflexion-là. Mhm. Vraiment Mm. très petite, là. Puis ouais, effectivement, c'est après quand j'ai fait mon coming out lesbien où je me suis un peu posé la question, est-ce que vraiment je suis attirée par les femmes ou est-ce que c'est parce que je me reconnais en tant que femme aussi. J'avais un peu mis de côté en fait le genre aussi parce que je me suis dit lesbienne, en fait, ça répondait vraiment à plein de questionnements. Mais je pense que j'ai eu un cheminement similaire au niveau de la chronologie aussi. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous vous reconnaissez encore comme personne lesbienne ou c'est plus quelque chose qui est d'actualité? Parce que ça a rapport quand même avec votre identité de genre. Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans cette communauté-là ou dans cette appellation-là? C'est vraiment une question que je me pose Personnellement, honnêtement. Là, ça vient de... non, mais c'est aussi une question que je me suis posée et j'en parlais justement avec une amie qui est aussi trans non-binaire et on parlait de comment on se situe là-dessus parce que moi, en fait, comme jusqu'à mes 25 ans, j'étais strictement attirée par des femmes comme cis. Ok. Et après, je sais pas, j'ai eu une expérience où j'ai commencé à ressentir du désir aussi envers des corps comme masculins, on va dire. Donc j'ai exploré un peu à ce niveau-là. Je me suis rendu compte très tôt que les hommes cis, non merci. Mais disons qu'aussi, ouais, je pense que de moi, de prendre conscience de ma non-binarité, j'avais pas envie de comme juste centrer ma sexualité, mon attirance qu'envers des femmes cis, parce que ben, j'ai aussi fréquenté en fait des personnes non binaires. Donc déjà, ça venait un peu me confronter à ce niveau-là, même si ces personnes n'ont pas du tout dit qu'elles se sentaient exclues par le fait que moi, je me définissais comme lesbienne. Perso, je considère que ces identités, ça doit être mouvant parce que ça évolue aussi avec d'autres contextes historiques. Donc, pour moi, être lesbienne, c'est pas juste relationner entre femmes cis. Pour moi, il y a aussi un côté politique. Je suis quand même attachée à cette identité-là parce que je fais aussi le choix de pas être en relation avec des hommes cis. J'en ai pas le désir. Et je trouve aussi que c'est fort quand même politiquement de décentrer les hommes dans sa vie. Après, des fois, je me dis, est-ce que peut-être pansexuel, ça peut refléter plus les relations que je vis parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas des femmes avec qui j'ai été. Donc, c'est un peu mouvant. C'est vrai que même des fois, par exemple, sur des applications de rencontres, bah, des fois, je préfère juste mettre le mot queer parce que j'ai l'impression que si je mets le mot lesbienne, il y a des gens, ils vont quand même être confus. Mais après, l'identité, bah, c'est jamais parfait. Ça pourra jamais complètement définir l'expérience de ta vie. Et je pense aussi que ça évolue. Enfin, quand j'avais 15 ans, je me suis jamais dit je serais attirée par des corps masculins. Puis en fait, il s'avère que c'est arrivé plus tard. Je pense que c'est aussi bien d'être fluide avec soi-même. Enfin, pas forcément, on peut pas être fluide avec soi-même, mais je veux dire de s'autoriser à ce que ce soit pas fixe et que ça évolue, parce que Bien sinon, sûr. on peut aussi se limiter et s'empêcher de vivre des choses et de vraiment être nous-mêmes, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est un côté très organique aussi, tout ça. Tu sais, de te laisser explorer où tu as envie d'aller, où ça marche, tu sais, où ça fleurit pas. Puis là, avec le temps, c'est vrai, comme tu le dis, t'as pas besoin Ouais. d'une étiquette très fixe pour arriver à comprendre qui t'es non plus. Là, tu sais, Bien ça sûr. nous appartient, c'est super intime aussi. Ah oui, Mhm. en fait, on veut toujours. Je pense que l'humain veut absolument nous mettre dans des cases, mais en fait, on rentre pas forcément dans des cases là. Je me vois vraiment comme une personne lesbienne Ok. parce que pour moi, c'est très clair dans ma tête que mon genre et ma sexualité, c'est comme deux choses complètement différentes. En fait, je pars du principe que j'ai une vulve et que j'aime les vulves. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, bah, je me considère comme lesbienne au final. Il y a un côté politique aussi qui est contre l'hétéronormativité. C'est très intéressant. J'étais très curieux. Toudoudou. Je m'appelle Jay. Mon pronom c'est il. Mes accords sont au féminin. Combien de fois j'ai répété cette phrase avant de sortir de chez moi? Combien de fois je l'ai répétée en me disant que cette fois-ci, je vais me présenter comme ça? Seulement, ça n'arrive pas souvent. Alors, je me suis dit, ce qui m'aiderait, c'est que les personnes autour de moi
se présentent en disant leurs pronoms, surtout quand ils sont conformes dans leur genre. On veut encourager les gens à introduire leurs pronoms dans leur présentation. On veut que vous embrassiez vos pronoms, quels qu'ils soient. Mets-le dans ta bio Instagram ou à la fin de tes courriels. Dis-le après ton prénom quand tu te présentes. Mets-le sur ton name tag à la job. T'as pas besoin d'être non conforme dans les pronoms pour participer. Au contraire, le meilleur moyen d'être un ou une allié, c'est de créer des endroits safe pour tous. Partagez-nous ça. On cherche toujours des nouvelles façons pour normaliser toute cette histoire de pronoms-là. Et tu peux le faire en mettant le hashtag FrenchMesPronoms et en partageant avec nous sur notre page Instagram et Facebook. Tout. Tu sais, vous avez parlé de communauté lesbienne. Comment vous vous sentez en tant que personne non-binaire dans la communauté queer? Je dirais que personnellement, je pense que déjà, j'ai un passing femme cis, donc les gens assument souvent que je suis une femme cis. Du coup, je suis pas du tout perçue comme un intrus dans la communauté lesbienne, je pense, à ce niveau-là. Bon, avec le confinement, c'est sûr que j'ai moins aussi accès à ces espaces. Ouais. Je dirais que j'ai jamais eu d'expérience négative avec des lesbiennes qui ont comme remis en question mon appartenance à cette communauté. J'ai vu des débats là-dessus sur Internet, mais c'était plus, mettons, la place des hommes trans dans les communautés lesbiennes. Donc, c'est un débat qui me concerne pas forcément, mais je soutiens les personnes qui, voilà, sont hommes trans et qui se considèrent aussi comme lesbiennes. Enfin, c'est pas vraiment ma place de leur dire comment s'identifier. Puis je pense aussi que historiquement, pour moi, c'est cohérent que les hommes trans se retrouvent dans des espaces lesbiens. Donc j'ai l'impression aussi que les barrières de genre sont de plus en plus flexibles parce que ben voilà, on se confronte aussi au fait que, enfin, des fois t'es attiré par quelqu'un, tu connais pas son genre en fait avant de lui parler. Ouais. Donc je pense que les gens se confrontent de plus en plus à ça. Enfin, moi j'ai eu des relations avec des personnes trans, soit avant qu'elles transitionnent, soit ben je savais pas en fait qu'elles étaient trans ou non binaires. Donc c'est ça. Mais après, je suis aussi dans le contexte à Montréal et je dois dire que voilà, dans la plupart des cercles où j'ai vu qui sont féministes, queer, les gens sont quand même assez au courant. En fait, c'est plus les personnes cis, hétéros qui comprennent pas vraiment mon identité que, mettons, la communauté lesbienne. J'ai l'impression qu'ils sont quand même assez au courant, en fait. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Là, je me sens plus accueillie, c'est sûr, dans la communauté queer et féministe que dans les autres communautés. Là, quand je commence à parler de non-binarité, enfin que je suis non-binaire ou que j'ai un pronom différent aussi, les gens ils sont comme, ils comprennent pas vraiment. En fait, pour eux, c'est juste un pronom ou c'est juste une histoire de genre et tout ça, alors qu'en fait, ça porte à mon identité quand même. Et puis, pour moi, c'est important pour que je me sente bien quelque part. Ouais, c'est super important. Mm-hmm. Puis c'est pas si difficile à intégrer honnêtement dans le vocabulaire un pronom neutre. Là. On n'arrête pas de le dire depuis le début du podcast, mais pour vrai, là, c'est tellement pas si difficile à faire. Non. Puis après aussi, ouais, puis ça c'est pas à faire en un jour non plus là. Ouais, non. Après, même nous, ça nous arrive de nous tromper avec nous, tu sais. Ouais, c'est sûr. Moi aussi, ça m'arrive de me tromper avec moi-même. Ça devient mêlant. J'aimerais ça aussi qu'on parle un petit peu d'androgynité, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de croyance, un mythe, qu'il faut que les personnes non-binaires soient androgynes ou que les personnes androgynes soient non-binaires, puis j'aimerais juste ça vous entendre là-dessus en tant que personne concernée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce d'obligation à l'androgynité-là? Bah, je pense que c'est encore une fois parce que on s'imagine que le genre c'est un spectre, c'est comme une ligne droite. Et mettons à un pôle extrême, tu aurais masculin et au pôle opposé, tu aurais féminin, et que la non-binarité se situerait au milieu. Alors que j'avais vu un graphique, j'avais trouvé ça trop cool. Imagine plutôt un carré avec comme un dégradé de différentes couleurs. Du coup, en fait, le genre peut se situer dans cet espace beaucoup plus vaste. J'ai trouvé ça plus pertinent. Je pense qu'il y a aussi vraiment une différence entre identité de genre et comment on ressent notre genre parce que moi, j'ai quand même une apparence féminine. Genre, par exemple, j'ai des cheveux longs, je m'habille de manière pas extrêmement, mettons, femme, mais pas non plus masculine ou spécialement androgyne. Après, je sais que j'aimerais explorer un petit peu plus mon identité de genre. J'en avais parlé un peu avec G. Justement, je me suis dit, est-ce que je devrais me raser la tête? Parce que j'étais curieuse de voir si je change mon expression de genre, est-ce que les gens vont se comporter différemment avec moi? Et c'était plus pour voir est-ce que ça me permettrait de vivre des choses différentes d'un point de vue social
Et j'aime aussi explorer le genre essayer d'adopter peut-être des façons de bouger ou de se mouvoir plus masculines juste pour voir comment je le vis ou de m'autoriser à vivre ou faire des choses qui sont considérées comme des trucs de mec. Et ça pourrait être un truc stupide, mais comme juste s'autoriser à ressentir la colère ou la violence, qui je trouve des fois c'est très facile pour les hommes, c'est moins facile pour comme les personnes, j'ai envie de dire conditionnées comme femmes, parce que je trouve que c'est le terme le plus approprié. Effectivement. Mais pour venir à l'androgynie, j'apprécie l'androgynie chez les autres. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais aussi explorer chez moi, mais je vois plus comme l'expression de genre comme quelque chose qui varie, comme même des personnes cis, en fait, sans doute que leur expression de genre variait, que quand ils étaient gamins, leur genre était peut-être plus marqué, puis maintenant, tu as aussi des hommes cis ou des femmes cis qui jouent avec comment ils présentent. Et il y a aussi cette idée de est-ce que tu as l'air queer ou pas, tu vois, et que moi, j'ai une amie, elle me disait à chaque fois, les gens pensent que je suis lesbienne, je dois avoir l'air queer, parce qu'elle avait les cheveux courts, puis elle était pas lesbienne. Donc, je pense que des fois, les gens mélangent un peu tout ça. Et non, je pense pas qu'en fait, ton expression de genre reflète forcément l'intérieur. Puis il faut aussi penser que ça peut être un privilège, en fait, de pouvoir être androgyne ou de pouvoir vraiment changer ton expression de genre sans que tu sois exposé à de la violence. Donc, il y a aussi ce contexte-là où pour certaines personnes, c'est plus facile de naviguer le monde avec un passing cis, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ce qui m'a freinée, en fait, dans le fait de me voir comme personne non-binaire, c'est que je pensais qu'être non-binaire, c'est vraiment être absolument androgyne. Puis en fait, je suis allée à une conférence sur la non-binarité. C'était un panel, en fait, très diversifié. Puis il y avait autant de couleurs de non-binarité que de personnes, en fait. Et non, t'as pas besoin d'être androgyne pour te retrouver en tant que personne non-binaire. Je trouve ça super intéressant de vous entendre sur l'androgynité puis l'expression de genre. En fait, j'aurais une autre question à vous poser, mais c'est la question qu'on va se poser la semaine prochaine. C'est quoi un corps parfait au final? Ce serait quoi le corps idéal? Yes. J'aimerais ça avant qu'on parte, qu'on se partage nos coups de cœur de la semaine. Si Camille, tu avais un coup de cœur à partager avec nous? Ouais, j'aurais deux coups de cœur. Donc, le premier, c'est une amie qui m'a envoyé la chanson de Ascendant Vierge, Faire et Refaire, que j'ai écoutée en boucle, parce que j'ai besoin de sortir danser avec des gens dans un endroit sombre. Les gens ne peuvent plus être chez moi. Donc, ça m'a vraiment comme rappelé ça. Puis, sinon, un autre coup de cœur, j'ai reçu un livre récemment, c'est un livre anglais qui s'appelle My Grandmother's Hand, qui est écrit par Risma Menakem, qui est en fait psychothérapeute, il me semble, noire, activiste, et qui parle de somatique culturelle et de trauma aussi au niveau de la race, mais qui est vraiment intéressant et très beau, et je recommande à tout le monde de courir acheter ce livre, c'est incroyable. Voilà. Yeah. Merci Camille. Continue avec le mien. Ben oui, alors, le mien, c'est encore de la musique. Elle s'appelle Luce Aniakusa. Et en fait, c'est une autrice, compositrice, interprète. Je pense que tu vas l'adorer d'ailleurs, Elliot, parce que c'est un peu du rap et tout. Là, c'est vraiment super, super cool. Et qui chante aussi en français. Parfait, je vais aller écouter ça, c'est certain. En terminant, moi, j'y vais vraiment dans un classique. Mon coup de cœur, c'est un livre que je suis en train de lire, qui est magnifiquement écrit. C'est le roman Là où je me terre de Caroline Dawson, qui raconte en fait... Elle a immigré du Chili quand elle avait 7 ans, puis elle a grandi au Québec. Puis elle nous raconte tout vraiment de quand ses parents lui annoncent qu'ils partent puis qu'ils reviendront jamais au Chili jusqu'à sa vie adulte. Je le conseille à tout le monde. Génial. Sur ce... merci Camille d'avoir été présent avec nous. Super. Bonne journée. Puis à la semaine prochaine, Elliot. À la semaine prochaine avec plaisir. Bye. 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 French, bonjour.